Le diabète continue de faire des ravages dans le monde entier. À Ziguinchor, le taux de prévalence ne fait qu'augmenter. 10 à 20% des personnes dépistées sont atteintes de cette maladie, une situation qui inquiète de plus en plus les acteurs de la santé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore apprécié la prévalence au niveau national et au niveau régional. Mais ce que je puis dire, que le diabète représente au moins 10 à 20% des malades que nous consultons et des malades qui sont hospitalisés. Donc c'est pour dire que c'est une maladie en nette progression qui augmente au fil des âges. Et c'est important qu'on prenne ce problème-là à bras le corps. Aujourd'hui, à manque de personnel, le centre antidiabète rencontre d'énormes difficultés. J'avais proposé en son temps qu'on fasse du centre antidiabète une structure semi-autonome. C'est-à-dire une part des recettes vont partir dans la caisse de l'hôpital et l'autre part va être gérée par l'association des diabétiques. Ce qui nous permettrait peut-être d'étoffer davantage le personnel en vue de mener l'intégralité des activités inhérentes à faire pour vraiment lutter contre cette maladie. Selon le docteur Diassé, pour éviter le diabète, la personne doit équilibrer son alimentation et faire quelques exercices physiques. Moi, ce que j'ai coutume de dire, toute personne, qu'il soit diabétique ou pas, qu'il soit hypertendu ou pas, qu'il soit malade ou pas, doit veiller scrupuleusement à l'alimentation. C'est important. Donc il faut une alimentation suffisante et équilibrée. Alimentation suffisante et équilibrée, ça veut dire qu'il faut prendre strictement la quantité dont l'organisme a besoin et respecter les proportions pour chaque groupe d'aliments, que ce soit les glucides, que ce soit les lipides, que ce soit les sels minéraux et les vitamines, avec de l'activité physique. Aujourd'hui, beaucoup de malades sont traumatisés à cause de cette maladie, d'où l'importance de les accompagner pour mieux gérer leur maladie. Rappelez qu'à Ziguinchor, rien n'a été organisé pour célébrer cette journée. Depuis son lancement à Ziguinchor ce vendredi 11 novembre, la préfecture de Ziguinchor ne cesse de traîner du monde venu de partout s'inscrire afin de profiter pleinement de cette carte biométrique tant attendue par la communauté ouest-africaine. Il y a tout un dispositif d'inscription mis en place par les autorités pour faire face à la forte demande. Tout Ziguinchor ne peut pas, en une journée ou bien en une semaine, passer au niveau de cette commission-là. Donc il faut que les gens sachent que c'est un démarrage. Donc d'autres commissions seront installées. Ils vont installer des commissions au niveau des arrondissements, et éventuellement au niveau de toutes les communes. Et même à Ziguinchor, on a même prévu des commissions itinérantes. Mais jusqu'à là, ce n'est pas encore fait parce qu'ils sont en train de démarrer l'installation au niveau des départements. Invités à profiter de la carte, certaines passent la nuit sur les lieux. Depuis Dembos. Nous avons passé la nuit ici, ma famille et moi. Et nous voilà. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes toujours pas inscrits. 100 personnes. Ils prennent 100 personnes et parmi ceux qui sont là, chacun essaie de garder espoir. Mais ce qui reste à désirer est que le travail est très lent. La lenteur au niveau des services suscite le désolement à l'égard des populations présentes. Une situation qui s'explique par un problème de logiciel, mais surtout par... Il y a vraiment un problème. Donc le problème est surtout lié au caprice de la machine. Donc on a une machine qui travaille aussi selon son rythme. Alors des fois il arrive qu'elle s'arrête. Donc il faut donc redémarrer pour pouvoir en tout cas reprendre. Donc, ce qui a fait que malheureusement, tous ces gens-là qui étaient venus le vendredi n'ont pas pu y passer. La région de Ziguinchor peut désormais se réjouir de cette nouvelle situation, malgré les difficultés d'accès aux services.
Bon, je crois que pour revenir sur ce match, effectivement, nous venons de remporter notre deuxième sortie. Donc, qui est un match qui était très important pour nous, puisque l'objectif pour nous, c'était de sécuriser déjà les 3 points qu'on a pris à Dakar. Et aussi, dans cet objectif, aussi faire tout pour améliorer notre jeu, pour au moins bien entamer aussi à Ziguinchor, puisque vous êtes sans savoir que c'était notre première sortie ici devant notre public. Donc on tenait véritablement non seulement à le gagner, mais à être convaincant, ne serait-ce que pour dire bonjour au public. Je crois que nous ne perdons pas d'objectif et nous ne perdons pas ce fait aussi en vue. Je crois que c'est déjà 2 victoires sur 2 matchs, mais pour nous, c'est un peu dans la logique. Maintenant, le problème, on sait que c'est une équipe en chantier. Et il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment sur le plan défensif. Et même sur le plan offensif, je sais qu'on peut faire mieux. Maintenant, c'est le travail qui va déterminer tout ça. C'est pourquoi il faut tout de suite oublier ces 2 victoires, se remettre à travailler, se réorganiser davantage et aussi un autre fait beaucoup plus déterminant. Vous avez vu en fin de partie, on a été un peu léger. Je crois que pour une équipe sérieuse, c'est des choses qu'il faut revoir. Donc c'est vrai, il y a du chantier, on va se remettre encore. 2 gros dégâts et au moins 2 victimes, c'est le bilan encore provisoire du puissant séisme de magnitude de 7,8 qui a ébranlé dimanche la Nouvelle-Zélande. Mais des milliers de Néo-Zélandais ont préféré passer la nuit dehors alors que des centaines de répliques ont continué de secouer le pays. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. En 2011, un tremblement de terre avait causé la mort de 185 personnes dans le sud du pays. À très court terme, nous allons devoir résoudre pas mal de problèmes pour faire en sorte que nous ayons de l'eau, de la nourriture et aussi pour venir en aide aux quelques 600 personnes qui sont au centre d'accueil. Parce que les routes d'accès sont bloquées, explique le Premier ministre. Il y a aussi un certain nombre de touristes qui sont bloqués avec leur connexion internationale. Il va falloir s'occuper de tout cela. Mais les dégâts matériels sont nettement plus inquiétants. Des glissements de terrain bloquent le principal axe routier du pays. Des rails de chemin de fer ont été littéralement arrachés et on ne compte plus les routes déformées ou fissurées. Quelle relation entre l'Union européenne et l'Amérique de Donald Trump? Une question débattue entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE autour d'un dîner informel à Bruxelles ce dimanche soir. Certes, Trump change la donne, mais le ministre slovaque dont le pays assume la présidence tournante de l'UE dédramatise. Nous comprenons que l'approche sera plus pragmatique côté américain, dit-il. Il faut que nous, en face, nous faisions entendre la voix de l'Europe. Mais personne ne conteste le résultat de l'élection. Nous sommes prêts à travailler avec le président et son administration. À ce dîner, plusieurs absents, le français Jean-Marc Ayrault pour des raisons d'agenda, le hongrois Péter Szijjártó, pro-Trump, a jugé le rendez-vous prématuré, et enfin le britannique Boris Johnson qui a dit ne pas voir l'utilité de la réunion, ce à quoi la chef de la diplomatie de l'UE répond. Certains en Europe sont surpris non pas quand ce pays est absent désormais, mais quand il est présent autour de la table des 28. C'est plutôt normal, dit Federica Mogherini, que le pays qui a choisi de quitter l'UE ne soit pas intéressé par les discussions sur le futur de nos relations avec les États-Unis. La plupart des ministres des Affaires étrangères tentent tant bien que mal de minimiser l'importance de ce dîner, que la presse et les fonctionnaires européens ont surnommé le dîner de l'horreur après la victoire de Donald Trump. Les ministres disent attendre les grandes lignes de la politique étrangère américaine, mais l'inquiétude est déjà grande, concernant par exemple les relations avec la Russie, une question qui divise les États membres. Des cérémonies sans discours politique, silencieuses. La France a rendu dimanche un hommage sobre aux 130 morts et centaines de blessés des attentats du 13 novembre 2015 dans une banlieue nord de Paris, Saint-Denis, puis dans la capitale.
Le chef de l'État François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo se sont arrêtés devant chacun des lieux des attaques perpétrées par plusieurs commandos terroristes, le Stade de France, des cafés et restaurants, la salle de concert, le Bataclan. À chaque étape, le même scénario, dépouillé, des plaques dévoilées en mémoire des victimes, leur nom lu, puis une minute de silence, et enfin, le dépôt d'une gerbe. Le président de la République et quelques autres personnalités politiques présentes, comme le Premier ministre Manuel Valls, ont échangé avec des blessés, comme cet homme, et avec des familles de victimes. La seule personne à s'exprimer publiquement a été le fils du premier mort de cette funeste soirée, un homme de 63 ans, portugais, chauffeur de car. Son fils a lancé un appel à la tolérance et à l'intelligence. Nous devons nous efforcer de combattre la stigmatisation et la division. L'intégration est la solution, a-t-il dit. Samedi soir, 1 an donc après le massacre, 90 personnes y ont été assassinées. Le Bataclan avait rouvert avec un concert de la star britannique Sting, accompagné du trompettiste Ibrahim Mahalouf. Et dans la salle, 1500 spectateurs, principalement des familles de victimes et des blessés.